Bonjour Sébastien Vaumoron. Nous poursuivons aujourd'hui l'histoire de la responsabilité sociétale des entreprises, autrement dit la RSE. La première fois, nous avons parlé de Robert Owen, la seconde de Francis Cabot Lowell et aussi de la mutation en termes de responsabilité et management qui a amené l'industrialisation. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Bonjour Paul-Joseph, eh bien nous allons continuer l'avancée historique avec en point de départ aujourd'hui Andrew Carnegie, qui a vécu au milieu du 19e siècle. Il y a eu d'autres acteurs de la RSE entre les deux, avec des moments d'évolution. Par exemple, le fait que l'industrialisation chez les dirigeants paternalistes les amenait à une difficulté majeure, reconnaître à la classe ouvrière la qualité d'interlocuteur autonome, avec un pouvoir qui n'est pas fondé sur la propriété de l'entreprise, alors que le pouvoir des dirigeants est fondé sur la propriété de l'entreprise. Vous en conviendrez, c'est un fort changement. Il a donc fallu donner un pouvoir à la classe ouvrière par ses représentants, alors qu'ils ne sont propriétaires de rien. Pas simple à envisager quand on a mis son argent dans une entreprise et que le pouvoir décisionnaire doit être partagé avec des personnes qui n'ont rien investi de leur patrimoine et donc qui n'ont rien à perdre. Alors revenons à Andrew Carnegie. Vous avez peut-être déjà entendu son nom. Est-ce qu'il ne serait pas lié à une fameuse salle de concert ? Eh si, c'est ça. Il a fait construire cette salle de spectacle en 1890 à New York et elle a ensuite porté son nom. Andrew Carnegie était animé par deux idées. Celle qu'un business leader est le mandataire des intérêts de toute la communauté et le désir de devenir riche pour ensuite être philanthrope. Est-ce que cela a fonctionné ? Eh bien oui, durant sa longue vie qui a duré 83 ans, jusqu'en 1919, il a donné plus de 350 millions de dollars à diverses fondations, dont 10% simplement sur les dernières années de sa vie. Il a notamment permis de faire construire des lieux d'enseignement divers, jusqu'à la bibliothèque de Reims en France, financée par la Fondation pour la paix internationale de Carnegie, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Sébastien Vaumoron, vous êtes en train de nous dire que capitalisme et philanthropie des dirigeants seraient possiblement associables ? Et oui, c'est pour ça que la philanthropie doit se séparer du paternalisme qui doit reconnaître aux salariés la liberté de choisir leurs représentants et de définir eux-mêmes le bien pour eux-mêmes. En 1889, une femme, du nom de Jane Addams, fonde justement un lieu de médiation à Chicago et selon elle, une entreprise privée a cessé d'être une entité privée à cause du nombre élevé de ses actionnaires et de ses managers. Et second élément, les intérêts publics dépendent désormais des décisions des managers, lesquels doivent se considérer comme étant administrateurs d'un véritable service public. Vous voyez, on glisse de la responsabilité du dirigeant au 19e vers la responsabilité de l'entreprise, y compris la responsabilité des managers. Et ça date de 130 ans. Donc on voit que les mentalités évoluent avant l'arrivée du droit du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui, mais ça ne s'est pas fait en douceur. Il y a eu d'importantes grèves pour obtenir des droits dans des entreprises qui n'étaient pas dirigées avec cette vision de la société. Et Albert Erskine, qui était un industriel américain, a déclaré en 1915 que le premier devoir d'un employeur est à l'égard du travail, que le devoir pour le capital et le management est de rémunérer généreusement en payant au moins le salaire de base et plus si possible, qu'il faut offrir aux travailleurs un environnement décent et sain et qu'il faut traiter les salariés avec considération. Vous voyez, ce programme qui a un siècle reste encore appliqué dans certaines entreprises. Et un de ses confrères déclare que les managers sont d'abord responsables à l'égard de la société et seulement ensuite à l'égard de divers intérêts qui constituent l'entreprise. Là encore, certaines entreprises feraient bien de se le rappeler. Finalement, est-ce que les USA ont une vision de la responsabilité sociétale par l'État, les entreprises ou l'individu ? Eh bien, la notion de responsabilité sociale et de business éthique apparaissent dans les années 1900-1930 et c'est enseigné à Harvard pour professionnaliser le management. On est plutôt dans une démarche de responsabilité des entreprises. Elle naît donc de la philanthropie de quelques dirigeants, comme on l'a vu dans les précédentes chroniques. Et aux USA, à la différence de la France, on considère qu'il y a une égale légitimité entre les affaires publiques et les affaires privées, ce qu'on a pu voir avec Reagan puis Trump. Et le second élément est que la question sociale est du domaine privé aux USA. Et on a vu les difficultés de Clinton et Obama pour la création d'une sécurité sociale et la réaction qui a suivi avec Trump. Alors qu'en France, c'est l'État qui a la responsabilité de notre sécurité sociale, de notre revenu quand on est malade ou sans emploi, d'une partie des dépenses que nos enfants nous créent, etc. Mais pour en revenir à la RSE,
Les choses s'accélèrent aux USA en 1949 avec le soutien financier de la fondation Rockefeller. Il y a une publication de 6 textes, dont le texte fondateur de la RSE intitulé « La responsabilité du businessman », écrit par Howard Bowen en 1953. C'est le point de rencontre de 2 démarches. D'un côté, la clarification de la responsabilité au cœur du management et de la théorie des organisations, et de l'autre, la construction d'une éthique économique à l'initiative de la Fédération des Églises protestantes américaines.